Plus jeune, je m'isolais pour faire des expériences de souffle et de concentration. Ensuite, je crois que j'ai trouvé le bouddhisme tibétain extrêmement stylé. De recherche en expérience, j'ai pu rencontrer des pratiques et des pratiquants qui m'ont beaucoup appris. J'ai aussi fait le constat que beaucoup d'élèves et d'enseignants occidentaux portaient un regard idéaliste sur les méthodes ou la culture reliée à la méditation bouddhiste. Idéaliste, autant que teinté tantôt de fausses croyances inoffensives, tantôt d'un pur et simple mélange, avalé et recraché sans questionnement. Manasté, mes petites graines de lotus à 1000 pétales! Parce que mon esprit a tendance à vouloir toujours farouchement comprendre, je me suis mis à la recherche des réponses à mes questions. Et j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas. La pensée orientaliste et ses résidus pourraient être à l'origine des croyances aveugles dans la néospiritualité et la marchandisation du bien-être. Je suis l'insupportable yogi et bienvenue dans cette satsang. En 1978, Edward Said, universitaire palestino-américain, publie Orientalisme, un ouvrage qui propose une analyse du regard occidental du XIXe siècle dans l'art et la littérature, mais aussi des implications de cette vision au regard de la colonisation et de l'impérialisme culturel. L'orientalisme donc est un courant culturel, littéraire et artistique au service de la curiosité occidentale, mais encore de l'opportunisme et de l'instrumentalisation. C'est à partir du travail de Saïd que se fonde le domaine des études postcoloniales. Il définit l'orientalisme comme le sujet d'études académiques des textes originaires du Moyen-Orient et plus largement de tout ce qui n'est pas l'Occident. Des sujets de curiosité et des productions des commentateurs-chercheurs et artistes du XIXe à propos de l'Orient. Ce sont les orientalistes. Mais aussi cette pensée orientaliste est un des rouages de l'influence globale. Dans le roman Lost Horizon de 1933 de James Hilton, on lit l'histoire d'un groupe de rescapés d'un crash d'avion dans les montagnes de l'Himalaya. Ceux-ci découvrent une société bouddhiste utopiste dans la cité fictive de Shangri-La. Sûrement inventée d'après le mythe bouddhiste Shambhala, un royaume dépositaire de l'enseignement de la roue du temps, Kalachakra, introduit en Orient à partir du XIXe siècle. Les impacts de ce roman sur la pensée et la société occidentale sont énormes, au point que plusieurs acteurs politiques revendiquent disposer d'un lieu qui serait ce mythique Shangri-La. C'est le cas pour le Tibet, le nord de l'Inde, le Bhoutan ou encore le Pakistan. En 2001, par exemple, la République populaire de Chine renomme la ville tibétaine de Gyeltang Shangri-La. En 1998, Donald Lopez publie Prisoners of Shangri-La, Tibetan Buddhism and the West. Lui illustre dans son travail l'idée que l'Occident s'est faite du Tibet, une idée qui change du tout au tout. On verra ensuite ce qu'il veut dire par prisoners et qui sont ces prisonniers. D'abord rapporté par les jésuites portugais entrés au royaume tibétain de Gougé en 1624, le Tibet et sa culture sont passés de diabolique à idéalisé pour les Occidentaux. L'Occident commence par voir le Tibet au travers de ce prisme de diabolisation. En cause, une supposée démonolatrie avec les représentations des divinités aux formes courroucées, la symbolique sexuelle des représentations yabyum, père-mère, d'un dieu et de sa parèdre en union, ou encore l'incompréhension des rites funéraires. Puisque le sol est gelé dans cette région du monde, la crémation n'est réservée qu'à certains lamas seulement. Sans le savoir, l'Occident se façonne une idée morbide d'un Tibet qui laisse les corps se décomposer à l'air libre. Après Hilton et son roman qui peint un tableau idéal de spiritualité préservée dans les années 30-40, entre la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, l'Occident désabusé se met à croire en un Tibet qui incarne tout ce que lui n'est plus. Un royaume idéal de spiritualité et de paix. En outre, les ouvrages de l'exploratrice anarchiste Alexandra David-Néel, prenez 2 secondes après la vidéo pour aller checker le CV de cette nana, je reprends. Les ouvrages d'Alexandra David-Néel ont fasciné les jeunes occidentaux, au point que dans les années 60, beaucoup d'entre eux sont partis pour l'Asie du Sud en quête de spiritualité. C'est alors que toutes les représentations dépendantes des biais de confirmation des Occidentaux se sont mélangées, amalgamées
pour former le mouvement New Age d'hier et la néo-spiritualité capitaliste d'aujourd'hui. C'est de ce biais dont parlait Lopez dans Prisoners of Shangri-La. Idéalisme, illusion, ignorance, finalement très approprié pour qui est en quête de sagesse bouddhiste. Les Occidentaux sont prisonniers de Shangri-La, de la pensée orientaliste en général. Mais dans leur cas, les Tibétains aussi. Ceux-ci se retrouvent en quelque sorte piégés, obligés de correspondre à ce que les orientalistes ont fait d'eux, de nobles asiatiques silencieux et pacifiques en harmonie avec la nature. Cette forme de contrainte va limiter leur prise de position politique. Cependant, cette vision des choses sera plus tard remise en question par les travaux de David Germano en 2001 et de Georges Dreyfus en 2005. Tous deux dénoncent une certaine tendance chez certains chercheurs comme Lopez à reconduire une forme de conservatisme implicite en critiquant l'idéalisation du Tibet par les Occidentaux. Lopez finirait parfois par figer la société tibétaine dans un état authentique, traditionnel, sans reconnaître que celle-ci évolue indépendamment du regard occidental. De plus, ces auteurs pointent un écueil majeur dans l'approche orientaliste en général, la négation de l'agentivité des Tibétains. Autrement dit, le fait de leur dénier toute autonomie dans la production de leur culture, de leurs institutions ou encore de leur histoire. Or, un nationalisme tibétain existe depuis bien avant la rencontre avec les idées politiques occidentales. Et il serait erroné de croire que les Tibétains se sont découverts uniquement par le biais du regard occidental. Nous voici dans la dernière partie de la vidéo. Au travers d'un exemple mettant en jeu le domaine artistique et son instrumentalisation, je vous laisserai être les juges des intentions et des objectifs. À partir d'octobre 1949, la République populaire de Chine engage un processus d'annexion du Tibet. C'est un tournant dramatique pour la population tibétaine qui subit une occupation militaire répressive et violente, entraînant de fait un exil massif. Dans de nombreux autres contextes, l'orientalisme a servi le colonialisme occidental, pas seulement en tant que fantasme, mais aussi par des narrations qui s'avèrent aujourd'hui être éminemment politiques. L'exposition L'or des Ming, présentée entre septembre 2024 et janvier 2025 au musée parisien Guimet, a été rendue possible grâce au prêt exceptionnel d'une collection privée appartenant à un homme d'affaires chinois, mécène discret. Le musée Guimet, censé représenter les arts asiatiques dans toute leur diversité, ne consacre en 2023 aucune exposition au Tibet. Pourtant, des œuvres tibétaines sont bien présentes dans les collections permanentes. Cette invisibilisation contraste avec la multiplication des coopérations sino-françaises documentées dans les rapports officiels du musée Guimet. Le patrimoine devient ici un levier politique, une manière de formater les sensibilités sans en avoir l'air. Ce geste diplomatique s'inscrit dans une stratégie de soft power, si vous préférez, du pouvoir d'influence par la séduction culturelle. En valorisant l'âge d'or impérial chinois dans un musée national français, la Chine exporte une image policée, raffinée, stable, neutralisant toute évocation des tensions politiques actuelles. La pensée coloniale continue de structurer nos imaginaires spirituels, nous rend suggestibles aux discours qui constituent les romans nationaux. Elle façonne aussi ce que l'on croit et ce que certains prétendent transmettre. Elle influence la manière dont on s'interroge, ce qu'on met en récit et surtout ce que l'on choisit d'oublier. Décoloniser la pensée, c'est un acte de doute nécessaire pour déjouer les narrations trompeuses et combattre les illusions qui arrangent des intérêts douteux. Ceci m'amène à la question impertinente d'aujourd'hui. Est-ce anodin qu'un investisseur chinois, resté anonyme du grand public, soit le principal mécène du musée Guimet, pendant que les mentions du Tibet disparaissent peu à peu des cartels et des descriptions d'œuvres?
4 associations attaquent en justice le musée parisien Guimet qu'elles accusent de vouloir faire disparaître le mot Tibet de ses collections. On peut lire dans le recours qu'elles ont déposé au tribunal administratif de Paris ce mercredi 2 juillet que depuis le mois de février 2024, l'appellation Tibet a été remplacée par l'appellation monde himalayen ou art tibétain. Et pour ces associations, le musée semble vouloir semer la confusion sur le particularisme culturel du Tibet dans l'objectif politique d'effacer son existence. On peut aussi lire que le musée a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de supprimer l'expression monde himalayen. Et donc, pour les avocats des associations tibétaines, ces changements de nomenclature seraient dus à des pressions politiques et diplomatiques pour satisfaire la Chine. Toutes mes sources sont en description. Si mon travail vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous puisque c'est le début de la chaîne et surtout, partagez les vidéos. Si vous voulez apprendre d'autres choses, posez-moi des questions en commentaire pour que je fasse des recherches. Vous pouvez soutenir les associations en cliquant sur les liens ci-dessous. C'était l'insupportable yogi. On se revoit bientôt. En attendant, bonne pratique.